Le salafisme est-il un danger sous-estimé? C'est le grand angle de ce vendredi 11 février. Il l'affirme, le salafisme est un danger sous-estimé par l'Occident. Il s'en inquiète dans son dernier livre, 7 pas vers l'enfer, séparatisme islamiste. Les désarrois d'un officier de renseignement chez Flammarion, cet ancien haut responsable de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, dresse un constat sévère et joue les Cassandres. Le salafisme est-il un danger sous-estimé? C'est notre grand angle. Avec vous donc, Alain Chouet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été en poste au Liban, en Syrie, au Maroc. Vous avez fait de nombreuses missions en Irak, en Jordanie, en Égypte, en Iran, puis vous avez été chef de service du renseignement. Vous êtes entré à la DGSE dans les années 70. Vous l'avez quitté en 2007. On va revenir sur tout ce parcours. Pour nous accompagner, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors on va commencer par quelques points d'actualité en France. Le principal accusé au procès du 13 novembre a laissé entendre cette semaine qu'il avait renoncé à se faire exploser sans renier son adhésion à l'organisation État islamique. On s'accroche à la charia comme vous, à la démocratie, a déclaré Salah Abdeslam. Quelle est votre réaction par rapport à ces propos? Bon, ma réaction par rapport à ces propos concernant Salah Abdeslam, c'est qu'il a hésité à se faire sauter comme ses petits camarades et qu'il essaye d'en trouver une justification aujourd'hui. C'est assez, passez-moi le terme, c'est assez minable. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous faites référence à la gestion de Molenbeek. Je vous cite, autorisation aisément attribuée et sans aucun contrôle d'ouverture et de fonctionnement de mosquées. École privée islamique, club culturel et sportif généreusement subventionné par l'Arabie Saoudite que vous pointez du doigt. Après l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, vous évoquez Molenbeek, on ne vous écoute pas. C'était une erreur ? Bah, c'est pas à moi de dire si c'était une erreur. Le problème est que la situation spécifique de Molenbeek en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, était parfaitement connue de tout le monde, notamment du personnel politique belge, et ceci depuis longtemps, puisque le roi d'Arabie Saoudite avait obtenu du roi Baudouin l'exclusivité de la désignation des imams en Belgique et l'installation de la Ligue islamique mondiale à Bruxelles, parce que le roi avait sorti son chéquier pour indemniser un certain nombre de victimes d'un grand incendie qui avait eu lieu à Bruxelles. Et donc, l'islam de Belgique a été pris en main dès la fin des années 60 par les oulémas wahhabites de Médine et de la Mecque, sous contrôle de l'Arabie Saoudite, pour en faire un instrument de propagande en direction des jeunes, et en particulier des jeunes. Ce coin-là était un coin d'immigration essentiellement d'immigrés marocains, dont les Saoudiens souhaitaient qu'ils ne cèdent pas aux sirènes de la démocratie, des rapports normaux avec les autres, et qu'ils restent dans une sorte de soumission à la famille royale d'Arabie Saoudite, dont la légitimité est contestable, puisqu'ils ont conquis par la force les lieux saints en 1926 aux dépens des gardiens traditionnels qui avaient été désignés par le prophète, qui étaient les Hachémites, dont le dernier descendant est le roi de Jordanie. Ça a été le point d'entrée de l'islam wahhabite salafiste en Europe dès les années 60. Et dans d'autres livres, ça c'est un bon point de départ pour votre livre, vous passez en revue les 7 étapes qui conduisent un pays jusqu'à l'islamisme radical. Slimane, vous avez lu le livre d'Alain Chouet, Ambition affichée, comprendre ce qu'est le salafisme. Est-ce que l'objectif est atteint, Slimane? Oui, Alain Chouet vous avez fait un livre d'un professionnel de terrain, un opératif comme disent les Anglais, mais aussi le constat d'un citoyen inquiet. Et vous qui connaissez sur le terrain l'islam, ou plutôt les islams, et les musulmans dans leur diversité, j'ai envie de me demander, le salafisme dont vous parlez, on pourrait parler de salafisme, c'est-à-dire cette volonté de remonter à l'islam des ancêtres, parce que salafisme vient de salaf, qui veut dire les ancêtres ou les précurseurs. Quelle différence établirez-vous entre les salafistes, c'est-à-dire ultra-conservateurs mais apolitiques, purement piétistes, et ceux qui peuvent, en étant salafistes, peuvent flirter à la périphérie de la loi, ils peuvent basculer dans l'aventure terroriste. Est-ce que c'est une différence de degré ou de nature? Il y a de différence ni de degré, ni de nature. On est salafiste ou on ne l'est pas.
Hein. Alors, il n'y a pas des salafistes modérés, des salafistes pas modérés. L'ensemble de ce qu'on appelle le mouvement salafiste. Le salafisme en islam n'a duré en fait que dans les 50 premières années du califat, de la conquête arabe, et puis s'est réveillé au tournant de la fin des années 70, des années 80, c'est-à-dire les 50 dernières années. En dehors de ça, le salafisme n'existait pas. Le wahhabisme, et même était considéré comme hérétique par l'Empire ottoman. Était considéré comme hérétique, et tout cela ne se réveille qu'au moment où commence la confrontation entre la famille régnante d'Arabie Saoudite et l'Iran islamique qui critique la famille. La famille qui cherche à ce moment-là à prendre le contrôle de l'islam mondial par un certain nombre de moyens, en principe, la technique du chéquier, et comme elle n'a pas la ressource humaine pour le faire, à travers un certain nombre d'organisations transnationales, salafistes aussi, telles que les Frères musulmans. Et tout ça est venu se percuter avec le tablir pakistanais, c'est-à-dire l'idée de revanche contre l'Inde, appuyée sur une affirmation identitaire islamique. Et à partir de là, on a armé ces gens-là dans le cadre des politiques de containment des États-Unis en direction de l'URSS d'abord, de l'Iran ensuite, avant de les abandonner avec leurs armes, mais aussi avec leurs idées. Alors, cela fait 40 ans, dites-vous, que le phénomène terroriste est traité de façon un peu étrange par les pouvoirs politiques, pas seulement en France, mais dans le monde. Pourquoi étrange ? Étrange parce que, d'abord, depuis les années 70, on a eu 4 vagues de terrorisme. Hein. Une première, le terrorisme euro-palestinien des années 70, qui était corrélé à la confrontation Est-Ouest. Ensuite, dans les années 80, des terrorismes d'État de la Syrie, de la Libye et de l'Iran, qui avaient fait du terrorisme une arme ordinaire de leurs relations extérieures. Ensuite, dans les années 90, on a eu un terrorisme franco-algérien, puisqu'il ne s'est exercé qu'entre ces deux pays pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ce soir, ce serait trop compliqué, mais qui tiennent aux vicissitudes de la vie publique algérienne et des rapports avec la France. Et puis, pendant ce temps-là, se développait un terrorisme islamiste internationaliste, celui d'Al-Qaïda, qui avait été mûri en Afghanistan par les manipulations plus ou moins avisées de l'Arabie, du Pakistan et des États-Unis. Or, à chaque fois qu'un épisode terroriste se terminait, nos gouvernants occidentaux en général, pas seulement les Français, passaient à un autre dossier. Moi, en 2001, alors que nous subodorions avec tous nos alliés qu'un gros coup se préparait, parce qu'on avait déjà eu quelques indices, à l'été 2001, on m'a demandé de reconvertir la moitié de mes effectifs antiterroristes à l'immigration clandestine parce qu'il y avait un cargo de Kurdes qui faisait du canotage en baie de Saint-Raphaël. Mais là aussi, vous jouez les cassants, on ne vous écoute pas. C'est ce qu'on comprend aussi quand vous nous parlez, que ce soit de Molenbeek ou que là, vous faites référence aux attentats de New York. Ça veut dire qu'on n'écoute pas les services de renseignement? C'est une tradition? Non, ce n'est pas une tradition. Fort heureusement, on les écoute de temps en temps. Mais le temps du développement des menaces stratégiques n'est pas le temps électoral des démocraties. Et si on parle d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'attentats aujourd'hui en Europe et en France en Absolument. particulier? Est-ce que ça veut dire que le risque est amenuisé? Le risque est permanent. Il est d'autant plus permanent en France que, si vous avez bien noté, en dehors de l'attentat du Bataclan et peut-être de celui de Charlie Hebdo, tous les attentats que nous avons eus en France depuis les années 2015 n'ont pas été fomentés à l'extérieur du territoire. Ce sont des actions de nos enfants, des rejetons de notre société, que nous avons sans doute mal formés, mal éduqués, etc. Ça, ce n'est pas lié à un contexte international, c'est lié à notre contexte intérieur, et il n'a pas vraiment, à mes yeux, changé depuis 5 ou 10 ans. Donc le problème va subsister tant que subsistera l'animation de l'idéologie salafiste et de la rupture avec les sociétés occidentales. On va regarder quelques images et je vous laisse ensuite enchaîner. Slimane, c'est inhabituel de la part du renseignement extérieur. Rappelez-vous, c'est il y a un an, la DGSE dévoilait une vidéo consacrée au contre-terrorisme. On y voit Bernard Hémier, le patron du renseignement français, présenter les chefs d'Al-Qaïda au Sahel, réunis en février 2020. C'est à cette occasion qu'ils auraient conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée, selon Bernard Hémier. Pourquoi, selon vous, avoir levé le secret sur ces informations et sur ces images? Bon, moi je ne suis pas dans la tête de Bernard Hémier, j'ai quitté mon service il y a une vingtaine d'années, mais je pense que de la part de mon ancien service, il y a une volonté de sensibilisation de l'opinion publique sur une menace qui est réelle, qui existe, et sur le risque de glissement
de tout un ensemble sahélien vers une zone grise qui, à mon sens, pour moi, servira plus à couvrir des trafics qu'à faire du djihadisme salafiste au sens classique du terme, et parce que nos salafistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique dans le Grand Sahara, sont beaucoup plus des phénomènes de grand banditisme, drapés dans les oripeaux de l'islam, comme nos jeunes gens des brigades rouges ou autres, ils pillaient pas des banques, ils faisaient de l'appropriation prolétarienne du capital. On en est à peu près à la même chose. Slimane. Oui, on a l'impression que le salafisme s'est d'une certaine manière privatisé, en ce sens qu'il se développe en roue libre, en ce sens que l'Arabie saoudite, qui a, après l'avoir arrosé à jet continu, comme vous le disiez, maintenant, on a été éclaboussé elle-même et se retrouve contrainte de le combattre sur son propre territoire, en déclarant, entre autres, les frères musulmans comme une organisation terroriste hors la loi. Dès lors qu'il n'y a plus la tutelle et les fonds saoudiens, qu'est-ce qui pourrait nourrir et permettre à ce salafisme de continuer à proliférer? Alors, d'abord, les Saoudiens ne sont pas seuls dans cette affaire. Il y a un petit pays à côté de l'Arabie saoudite qui a repris le flambeau du soutien aux frères musulmans, qui s'appelle le Qatar, qui, de façon, à mon avis, beaucoup plus subtile que les Saoudiens, alimente et entretient le salafisme, notamment dans nos communautés immigrées en Europe, pas seulement en France. Il y a un soft power qatari en direction du salafisme qui est très important, et ça, on va continuer à le vivre. Et puis, les graines qui ont été semées dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes musulmans, notamment en Europe, depuis les années 90, où on a commencé à sentir la bascule vers le salafisme dans une jeunesse musulmane en Europe qui était en voie d'intégration. Il faudra 2 ou 3 générations pour revenir là-dessus. Est-ce que vous diriez que le salafisme en tant que piétisme à l'origine est la porte ouverte à une dérive terroriste presque fatale? Et ce sera le mot de la fin pour conclure. Oui, alors... Je réponds oui parce que ce salafisme prône la rupture avec les autres, au sens général du terme. La rupture avec tout le monde en dehors de ceux qui croient être dans la voie du prophète. Et c'était l'objectif des attentats, diviser la société, c'est un objectif atteint? C'était l'objectif d'un certain nombre d'attentats, oui. C'était un objectif atteint? Oui. Et c'est à découvrir, tout ça est à développer bien sûr dans votre livre 7 pas vers l'enfer, séparatisme islamiste, les désarrois d'un officier de renseignement. Alain Chouet, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci de m'avoir. Et merci Slimane.